Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 2 avril 2025. Dans les actualités de ce jour, parlant du projet présidentiel transport par câble. Justement, les travaux de construction de ce transport par câble d'Antananarivo sont en cours de finalisation de l'installation des câbles sur la ligne reliant Souarane et Ankonjan. C'est la dernière étape des travaux avant les essais. Le calendrier dont la mise en place du téléphérique a été respecté, affirme le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat lorsqu'il est venu constater l'avancement des travaux aujourd'hui. La prochaine étape après les divers essais sera la mise en place de l'entreprise d'exploitation de ce téléphérique ainsi que la publication de divers décrets régissant les constructions et autres travaux aux alentours de la zone du téléphérique. Les détails sur des images de Zahra Khanjianso. On est actuellement dans la phase de finalisation des travaux de construction du transport par câble. 90% des travaux sont achevés. Il reste la finalisation des étapes d'installation des câbles au niveau de la ligne reliant Souarane et Ankonjan, selon les explications. Les délais des travaux ont été respectés pour l'appareilloir reliant Analamaïns et Ambadbe, qui est parmi les derniers grands travaux achevés actuellement. Par la suite, l'entreprise en charge des travaux procédera aux divers essais, ce qui est déjà le cas pour Analamaïns et Ambadbe depuis quelques jours. Plusieurs étapes devront être respectées pour l'essai des câbles et les cabines. Ainsi, des poids correspondant à celui des passagers seront mis dans les cabines avant de procéder aux essais de transport des passagers. Pour cette dernière ligne de l'appareil 2 et 3, ces essais devront se faire vers le mois de juin, selon le ministre Gérard Anjamanoissou. Il est à rappeler que la ligne Orange compte 198 cabines, 27 pour la ligne Anou-Souarane, 82 pour la ligne Souarane-Ankonjan et 89 pour la ligne Ivanj-Ambadbe. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a rappelé que parmi les tâches à faire figure aussi la publication de décrets en Conseil des ministres concernant les distanciations sociales, les constructions, les travaux, les déploiements de drones qui doivent passer au niveau de l'aviation civile de Madagascar et au niveau du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat pour des autorisations spéciales. À noter que des forces de l'ordre malagasy, notamment les GS6 au niveau de la gendarmerie nationale, le CPC au corps de protection civile au niveau de l'armée malagasy et les sapeurs-pompiers de la commune urbaine d'Antananarivo ont été déjà formés pour la sécurité et les diverses interventions de sécurité liées à la protection des passagers en cas d'urgence selon les normes internationales. Par ailleurs, l'État malagasy est actuellement en cours de validation de la société en charge de l'exploitation de ce transport par câble. Dans les actualités de ce jour également, 2 avril, c'est la journée dédiée à la gendarmerie nationale. Le colonel Richard Ratimanjave avait pris le commandement le 2 avril 1969 et la gendarmerie nationale a décrété cette date comme journée de la gendarmerie. La cérémonie nationale a eu lieu aujourd'hui au camp Ratimanjave avec des célébrations tenues en parallèle dans tous les camps de gendarmerie de la Grande Île. La journée de la gendarmerie s'est concentrée sur la reconnaissance. Les détails avec Miar Voulat-Sferan. La prise de commandement du colonel Ratimanjave a eu 56 ans aujourd'hui, 2 avril. Il avait été le premier Malagasy à prendre le commandement de la gendarmerie nationale le 2 avril 1969. C'est la raison pour laquelle la gendarmerie a consacré cette date journée de la gendarmerie lorsque le général Ravalman Narichar en était à la tête. C'est une journée pour évaluer ce qui a été fait afin d'avancer vers l'avenir. Lors de la célébration de ce 2 avril, le commandant de la gendarmerie nationale a ordonné à tous les gendarmes de toute la Grande Île de faire leur travail honorablement, de coopérer avec les forces de défense et de sécurité et les autres partenaires, mais surtout de respecter les règles de discipline afin d'obtenir de bons résultats. Le ministre délégué en charge de la gendarmerie nationale a confirmé que la gendarmerie n'héberge pas de criminels et prend des mesures contre ceux qui outrepassent les lois. Il a émis des instructions pour renforcer l'unité entre les gendarmes, pour la culture de l'esprit de paix, la renaissance du patriotisme et du patriotisme au sein de la gendarmerie nationale, ainsi que le renforcement de l'unité des forces de défense et de sécurité. La célébration nationale du 2 avril s'est tenue au camp Ratimanjave. La gendarmerie compte 16 000 éléments dans toute l'île. Pour cette année, la célébration a été particulière car elle s'est concentrée sur la reconnaissance à l'endroit de ceux qui ont grandement contribué au corps de la gendarmerie nationale. Outre la remise de l'ordre national, il y a eu aussi la remise des médailles de la gendarmerie à ceux qui ont accompli avec succès leur mission au sein de la gendarmerie et aussi aux civils, amis et collègues de la gendarmerie nationale.
La cérémonie d'adieu a eu également lieu aujourd'hui pour les officiers généraux et les officiers retraités entre 2021 et 2024. Dans les actualités économiques et sociales également, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, continue de soutenir les artisans malagasy. Hier, elle a visité une entreprise spécialisée dans la fabrication de sacs et paniers en raffia qui emploie exclusivement des mères célibataires. Selon elle, ces femmes méritent un appui afin qu'elles ne soient pas un fardeau pour la société. Reportage. Hier, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, a visité une entreprise dirigée par une jeune femme entrepreneur spécialisée dans la transformation du raffia en sacs et paniers. Cette entreprise se distingue par le fait qu'elle emploie exclusivement des mères célibataires afin de leur donner une véritable reconnaissance. Elles sont au nombre de 40, explique la propriétaire Noman Yanissa, et ces mères célibataires méritent également de s'épanouir. La ministre a été impressionnée par la qualité du travail réalisé par l'entreprise. Elle a encouragé les jeunes malgaches à se lancer dans l'entrepreneuriat, en particulier dans l'artisanat, qui constitue une véritable identité pour Madagascar. En 4 ans d'existence, cette entreprise a pu s'ouvrir au marché international. Toujours dans cette page socio-économique, le nombre de touristes qui visitent des réserves naturelles à Madagascar a augmenté de 50% en 2 ans. Et dans le cadre de la promotion continue du tourisme local, la 9e édition du Salon du tourisme se tiendra du 10 au 12 avril prochain au jardin d'Antananarivo. Fanessena Mireille et Yves Janel nous en disent plus. 70 715 Malagasy ont visité les parcs nationaux de Madagascar en 2024, s'ils étaient 46 965 en 2022, soit une augmentation de 50%. Cette augmentation du tourisme local est le résultat des événements tels que le Salon du tourisme qui a eu lieu régulièrement depuis quelques années. En effet, si le premier salon touristique n'a obtenu que 4000 visiteurs, la dernière édition en a eu 8000. Pour cette édition, 28 opérateurs y participeront. L'entrée est entièrement gratuite pour cette 9e édition qui se tiendra les 10, 11 et 12 avril 2025 au jardin d'Antananarivo. Dans l'actualité sociale, la commune d'Andouaranfoot procède actuellement à l'organisation et au déplacement des vendeurs le long de la route menant vers le palais d'État d'Iavlou. Une 60aine de vendeurs sont concernés, ont accepté l'organisation établie pour le profit de tous. Cette organisation entre également dans le cadre de la préparation de Madagascar à l'accueil du sommet de la COI ce mois d'avril. Obrasaman, Anzarazonarvel. Après l'opération de nettoyage de la ville la semaine dernière, la municipalité d'Andouaranfoot procède actuellement à l'organisation et au déplacement des vendeurs le long de la route menant vers le palais d'État d'Iavlou. Suite à des discussions entre les responsables de cette municipalité et les vendeurs concernés, il a été décidé que ces derniers, qui sont au nombre de 60, seront déplacés dans un autre endroit où ils pourront continuer leur activité. L'objectif est d'améliorer l'aspect de la ville et d'assurer une bonne organisation au moment où Madagascar accueille le sommet de la Commission de l'océan Indien, ou COI, selon les informations. Ces commerçants concernés ont accepté cette organisation et ils ont jusqu'à lundi pour quitter les lieux selon les informations. L'objectif est d'avoir une bonne organisation à long terme sur cet axe menant au Palais d'État, pas seulement maintenant que Madagascar accueillera le sommet de la Commission de l'océan Indien, selon le maire d'Andouaranfoot. Par ailleurs, le nettoyage de la ville mené par la commune d'Andouaranfoot se poursuit également. Parlons à présent éducation, toujours dans cette page sociale. La communication et les sources de connaissances telles que les livres sont indissociables. Cependant, les livres disponibles en général sont en nombre insuffisant. Des mesures seront prises par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires pour que les livres utilisés dans notre pays soient aux normes. Reportage de Felana Rakotarsoul. Un livre pour une personne, telle est la norme internationale. À Madagascar, nous avons un livre pour 3 personnes. En conséquence, un atelier a été organisé pour évaluer les ressources éducatives qui existent dans notre pays. Une évaluation effectuée par le ministère de l'Éducation nationale et tous les acteurs impliqués aujourd'hui à Antananarivo. Le but est de respecter les normes et de les actualiser avec les informations et sources de connaissances dont nous disposons.
Après cet atelier de 2 jours, des recommandations sont attendues afin que les ressources éducatives telles que les livres soient conformes aux normes selon les explications. Et dans les actualités internationales de ce soir, la Birmanie a respecté hier, mardi 1er avril, une minute de silence pour les victimes du séisme qui a tué plus de 2700 personnes dans un pays en proie à la guerre civile, tandis qu'une sexagénaire a été sauvée dans la capitale Naypyidaw après avoir passé 91 heures sous les décombres. France 24, nous en dit plus. Plus de 5 jours passés sous les décombres et soudain, la lumière. Extrait des débris dans la nuit de mardi à mercredi, ce jeune homme est un miraculé. Autour de lui, les corps se comptent par dizaines. On peut sentir l'odeur des corps sous les gravats. Elle disparaît brièvement quand on creuse, mais l'odeur revient plus tard. On ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Une femme d'une 60aine d'années a elle aussi été secourue ce mardi. Des scènes de plus en plus rares. À mesure que les heures passent, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise et l'urgence de venir en aide aux blessés ne cesse d'augmenter. Cette équipe de secours russe a installé un hôpital de campagne ici à Mandalay, au milieu des ruines. Il faut soigner au plus vite pour éviter qu'une crise sanitaire n'aggrave la situation. Les ONG tirent également la sonnette d'alarme et appellent à une mobilisation massive. Soyons clairs, les besoins sont immenses et augmentent d'heure en heure. La marge de manœuvre pour une intervention vitale se réduit. Et dans les zones touchées, les familles sont confrontées à des graves pénuries d'eau potable, de nourriture et de fournitures médicales. De nouvelles secousses sont régulièrement ressenties par la population qui craint l'effondrement des rares bâtiments encore debout. Une période de deuil national a été décrétée jusqu'au 6 avril. Et Israël a annoncé aujourd'hui l'élargissement de ses opérations militaires visant à prendre le contrôle de larges zones de la bande de Gaza. Selon la défense civile, 15 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes 2 semaines après la fin de la trêve. France 24. Peu à peu, Israël resserre son emprise sur la bande de Gaza. Dans un communiqué posté sur ses réseaux, le ministre israélien de la Défense Israël Katz prévient: l'opération militaire s'étend pour capturer de vastes zones. L'objectif de l'opération Force et Épée est avant tout d'accroître la pression pour la libération de tous les otages face au refus du Hamas. L'extension de l'opération ce matin augmentera la pression sur les meurtriers du Hamas et également sur la population de Gaza et fera progresser la réalisation de cet objectif sacré et important pour nous tous. Le ministre appelle par ailleurs la population à renverser le Hamas, mais les Gazaouis se sont eux réveillés sous le choc, inquiets des annonces et du manque d'informations sur les zones concernées. Le cessez-le-feu qui a pris fin le 18 mars n'est plus qu'un lointain souvenir pour eux. Et la première fois dans son communiqué, il dit pression sur la population palestinienne et de Gaza. Donc on sait qu'est-ce que ça veut dire pression sur la population palestinienne, c'est-à-dire encore plus de massacres, encore plus de déplacements et surtout pas d'aide humanitaire qui entre. Car la vie ici à Gaza se durcit de jour en jour. Ce mercredi, les boulangeries du territoire sont restées portes closes, faute de farine disponible. Son acheminement est bloqué par l'armée israélienne à la frontière. Comme vous pouvez le voir, les boulangeries sont fermées, il n'y a pas de farine. Mais les gens dépendent du pain tout prêt, faute de gaz ou de bois de chauffage pour le faire cuire à la maison. La fermeture des boulangeries a aggravé la crise et la catastrophe humanitaire à Gaza. L'ONU a exhorté Israël à rouvrir ses points de passage à l'aide humanitaire afin d'éviter une crise alimentaire. Et le président américain Donald Trump s'apprête à annoncer aujourd'hui de nouveaux droits de douane dits réciproques, ce qui devrait provoquer une hausse des prix et pousser plusieurs pays à exercer des représailles. France 24 toujours. À la fois armes et baguette magique, les droits de douane, c'est l'outil numéro 1 de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Car pour le président américain, la hausse des droits de douane peut régler dans un même mouvement plusieurs sujets: rééquilibrer la balance commerciale américaine, éponger le déficit budgétaire du pays, relocaliser l'industrie, voire même en faire un levier pour négocier sur d'autres sujets qui concernent les États-Unis. Comme il le résume lui-même, c'est de la réciprocité. Pour chaque pays qui cherche à tirer profit des États-Unis, nous ferons pareil.
En février, moins d'un mois après sa prise de fonction, Donald Trump décide de taxer à 25% ses deux voisins directs, le Canada et le Mexique, sur toutes leurs exportations vers les États-Unis. La raison, leur inefficacité supposée dans la lutte contre la drogue et l'immigration illégale. Seule exception, l'énergie canadienne qui reste taxée à 10%. Mais Donald Trump suspend plusieurs fois l'application de ces droits de douane qui doivent entrer en vigueur ce jeudi. La Chine, elle, est aussi taxée à 25% sur tous ses produits. La mesure est active. Autre cible, l'Union européenne qui, comme meilleure défense, choisit l'attaque avec des droits de douane sur des produits américains dès ce mois d'avril. Nous répondons avec des contre-mesures pour un montant de 26 milliards d'euros. Cela correspond à l'impact économique des droits de douane américains. Entre-temps, ce sont les importations d'acier et d'aluminium de tous les pays du monde qui ont été taxées par la Maison-Blanche. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Strike Back. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Je vous dis à demain. Au revoir.